bon pour moi. C'est bon. Alors bonjour à tous et merci beaucoup d'être là aujourd'hui, donc à l'initiative de Vitagora, Stéphanie et Kevin. C'est une grande première, à vrai dire, pour nous Sensostat. Donc je vous remercie de votre indulgence et j'espère surtout que ça va vous apprendre quelques petites choses et vous donner envie d'aller creuser un petit peu sur ce qu'est l'analyse sensorielle et les tests consommateurs. Alors, je vais commencer par peut-être nous présenter un petit peu. Je pense que certaines personnes nous connaissent, mais peut-être pas tout le monde. Alors, qu'est-ce que Sensostat? Sensostat se veut être votre institut de recherche privé, spécialisé en tests sensoriels des consommateurs et aussi en statistiques appliquées. Alors, si je me présente rapidement, donc Éric Théier, je suis à la fois statisticien et méthodologiste sensoriel. Ce qu'on appelle maintenant les sensométriciens, parce que ça fait joli, on voulait un mot qui puisse nous convenir, donc auquel vous pouvez faire appel sans aucun souci. Sensostat est une petite équipe de 6 personnes, donc ici, on n'a pas inclus le Thésard avec qui nous travaillons en collaboration avec l'INRA, mais donc Sensostat a été créé par Christine et moi-même, à la suite en fait de la thèse que j'ai pu faire sur Dijon au Centre des sciences du goût. Et nous travaillons donc en étroite collaboration tous ensemble avec Samia, qui est notre responsable marketing, Arnaud Thomas, qui a fini sa thèse il y a maintenant peut-être bien 2 ans, Geoffrey Guetter, qui est notre chargé d'analyse d'études sensorielles, et Lauriane de Monteil, qui est avec moi ici en Bretagne. Les équipements qu'on peut avoir, donc on est basé en priorité à Dijon, donc au centre des sciences du goût, où là on dispose en fait de toutes les facilités du centre des sciences du goût, donc à savoir honnêtement des salles de 16 cabines, des cuisines professionnelles, des chambres froides, bon bref, tout l'équipement professionnel adéquat pour faire de l'analyse sensorielle en laboratoire, et je reviendrai ensuite sur l'analyse sensorielle à domicile. On est basé également à Quimper depuis maintenant 2 ans, et donc nous sommes basés à la pépinière des innovations à Quimper, donc où on a aussi accès à quelques facilités. Voilà pour ce qui est de la présentation de Sensostat. Je vais maintenant parler en fait d'analyse sensorielle. Et l'objectif de ces 3 quarts d'heure de papotage, en fait, ça va pas être de vous enseigner toutes les méthodes possibles en analyse sensorielle et surtout pas, en tout cas, éviter de faire un catalogue de toutes les méthodologies qui existent, mais vous faire prendre conscience peut-être d'un certain nombre de choses et peut-être vous ouvrir l'esprit sur les virages que sont en train de prendre l'analyse sensorielle avec des méthodologies qui, je pense, peuvent vous intéresser selon les problématiques que vous allez avoir. Alors, la première question qu'on se pose souvent, et qu'on peut nous poser aussi d'ailleurs, c'est pourquoi faire de l'analyse sensorielle? Alors, clairement, il y a 2 écoles, on va dire, dans les clients qu'on peut avoir généralement. Il y a ceux qui vont jurer par l'instrumental, quel qu'il soit, une vraie mesure doit être faite par un instrument qui a une variabilité quasi nulle et qui est répétable et ainsi de suite. C'est un argument que je peux recevoir. Simplement, il faut bien avoir conscience que les mesures instrumentales ne reflètent pas forcément, et je dirais même presque jamais, les perceptions humaines. Alors, si vous regardez un petit peu, je ne sais pas si on voit ma souris, mais si vous regardez un petit peu sur la photo que vous avez par exemple un carré nommé A et un deuxième carré nommé B, qui, je pense objectivement, tel quel, nous semble clairement de couleurs différentes, en tout cas de teintes différentes. Maintenant, si je m'amuse simplement à recouvrir un petit peu les bruits parasites qu'il peut y avoir à côté, vous pouvez voir que ces 2 carrés sont exactement de la même colorimétrie, si je voulais dire. Donc en LAB, on a exactement le même signal au niveau de la caractérisation instrumentale de cette couleur. On a la même chose avec les petits ronds. Par exemple, voilà, tous ces ronds-là sont exactement de la même couleur. Simplement, l'être humain, la vision que vous en avez, va interférer
avec tout le contexte qu'il peut y avoir. Et donc, vous aurez une perception, vous, de ces choses qui, instrumentalement, sont vraiment identiques, qui seront complètement différentes une fois passé le prisme de votre cerveau. Et ça, j'insiste un petit peu là-dessus, et je pense que c'est un petit peu pour ça que vous êtes là aussi tous aujourd'hui, c'est que l'instrument de mesure finale, c'est l'être humain, c'est le consommateur. Qu'on soit d'ailleurs en B2B, B2C, je dirais presque que ça n'a aucune importance. Les produits, au sens très large que vous vendez, seront perçus, appréciés ou pas, pourront avoir un impact émotionnel et ainsi de suite, mais en tout cas sur l'être humain. Donc les mesures instrumentales, oui, c'est sympa et ça donne des choses intéressantes, mais ce n'est clairement pas suffisant pour garantir le succès d'un produit au sens large. Alors, si je passe à la suite, qu'est-ce que l'analyse sensorielle pour le coup? Alors c'est défini par les normes comme étant l'examen des propriétés organoleptiques d'un produit par les organes des sens. Je trouve cette définition assez réductrice, mais mine de rien, quand même, elle centralise un petit peu le propos. Dans un premier temps, donc, en analyse sensorielle, on parlait de qualité organoleptique. Donc, on s'intéressait majoritairement aux produits alimentaires. Maintenant, les choses ont beaucoup évolué. Et on utilise l'analyse sensorielle dans plein de domaines, aussi bien l'agroalimentaire, effectivement, qui est un gros client de ce type de méthode, que la cosmétique, le textile, l'équipement, l'automobile, et ainsi de suite. Alors, je ne peux pas faire de questions-réponses pendant que je parle, mais si je vous posais la question, qui en gros a été le précurseur de l'analyse sensorielle? Alors, c'est pas hyper glamour, c'est l'armée américaine, en fait, dans les années 60-70, qui en gros voulait faire la meilleure portion énergétique pour ses soldats à moindre coût, et que les soldats quand même puissent l'ingérer. Bon, depuis les choses ont beaucoup évolué. En France, c'est surtout après l'automobile qui a repris dans un premier temps. Hein. Renault et PSA ont été assez précurseurs là-dessus, et l'agroalimentaire très rapidement. Donc dans les années 80, on a commencé à faire de l'analyse sensorielle en agroalimentaire et un petit peu partout. Le nombre de publications qu'il y a en analyse sensorielle croît clairement depuis toutes les 30 dernières années de manière très régulière. Là, j'ai mis en bas à droite un petit visuel donc, qui vous rappelle les 5 sens. Donc, une interaction avec un produit va faire appel à vos 5 sens, et ensuite votre cerveau, votre côté affectif également, va interpréter un petit peu tous ces signaux pour que finalement vous définissiez quelle est l'interaction que vous avez avec ce produit. Est-ce que vous l'avez aimé ou pas? Est-ce que vous allez l'acheter ou pas? Et ce genre de choses. Alors, donc l'analyse sensorielle est un ensemble de méthodologies. C'est pas une science, à vrai dire, n'est pas encore classifié comme étant une science, mais un ensemble de méthodes qui permettent de mesurer finalement de manière très scientifique donc cette interaction dont je vous ai parlé entre l'être humain et un produit. Alors, si on fait un petit nuage de mots là de ce qui se fait ces derniers temps, qui se fait encore beaucoup, donc on va pouvoir parler de tests triangulaires. Je pense que pour une grande partie d'entre vous, vous en avez entendu parler. Notation hédonique, quantitative descriptive analysis. Alors ça, c'est le QDA, c'est le mot barbare. Non, c'est l'anglicisme, pardon. Loin de moi l'idée de vouloir dire que les Anglais, les anglo-saxons sont des barbares, mais c'est le profil sensoriel que vous connaissez au quotidien, et je vais vous parler peut-être un petit peu de profil flash, mais vous aurez entendu peut-être parler de temps intensité. Donc en fait, on a une espèce de nuage de méthodes, de continuum de méthodes, dans lequel vous allez devoir aller piocher en fonction de vos objectifs et des questions que vous vous posez. Et j'espère que je vais réussir à vous orienter un petit peu aujourd'hui justement sur certaines de ces méthodes. Alors, est-ce que l'analyse sensorielle, c'est toujours une partie de plaisir? La réponse est clairement non.
Ça peut demander de l'investissement en temps, en argent et de l'investissement personnel, comme vous pouvez le voir. Donc ça ici, c'est une vraie étude qui a été faite aux États-Unis dans les années 70 justement. J'espère que les panélistes, et en tout cas la partie gauche des panélistes, les évaluateurs étaient bien rémunérés ou indemnisés. Je pourrais vous donner des exemples qui sont encore un peu pires que ça, mais bon, on n'est pas là pour en discuter exactement. Alors, pourquoi faire de l'analyse sensorielle et dans quelle partie de vos problématiques vous pouvez l'utiliser? À vrai dire, l'analyse sensorielle, et je crois, enfin, à ma connaissance, peut-être la matière la plus transversale que l'on peut trouver dans nos entreprises. On va s'en servir aussi bien en R&D, pour imaginer les produits de demain, tester les concepts, tester des formules qu'on veut tester, pour adapter des produits à des marchés spécifiques au niveau du marketing, pour contrôler les qualités organoleptiques de vos produits, donc là clairement en contrôle qualité, et finalement à avoir une espèce de consensus de tous vos collaborateurs sur l'analyse sensorielle et les caractéristiques. L'analyse sensorielle, quelquefois le marketing, c'est vraiment assez variable. Mais moi, je dirais un test consommateur qui soit quelque part presque indépendant et qui soit transversal à tout le monde dans l'entreprise. Alors, où est-ce qu'on peut faire de l'analyse sensorielle? L'environnement des tests, là j'en parle vite fait pour recadrer un petit peu et dire qu'on ne fait pas de l'analyse sensorielle n'importe comment. On essaye vraiment d'avoir des mesures scientifiques, des vraies mesures quand on fait de l'analyse sensorielle et que donc, dans la mesure du possible, on évite de se mettre en bout de table en discussion avec 4 ou 5 collègues qui connaissent par cœur le produit et ainsi de suite. J'y reviendrai. Mais il y a en gros 2 catégories d'environnement de test. Donc les cabines de dégustation, on dispose à la fois de crachoirs, de passe-plat, de filtres couleurs et ainsi de suite. C'est les 2 photos que vous avez sur la gauche, où on maîtrise clairement parfaitement les conditions de dégustation, niveau, température, hygrométrie et ainsi de suite. Ou bien, une des tendances dont je vais vous reparler aussi un petit peu après, c'est d'aller maintenant au plus proche de la vraie mesure, qui est finalement dans les conditions naturelles de consommation, qu'elles soient au domicile, au restaurant, en grande surface, et ainsi de suite. En bas à droite, je vous ai mis une mesure de droit, je précise, mais trouvée sur Google. C'est exactement ce qu'on est en train de faire là ces temps-ci avec ça en fait. Des petites problématiques techniques qui sont très intéressantes pour nous. Et alors, bon, si on n'a pas de labo, et si on ne peut pas non plus aller directement dans les conditions naturelles, est-ce qu'on ne peut pas faire du tout d'analyse sensorielle? Eh bien non. Je vais vous montrer qu'en fait, tout est une histoire un petit peu de compromis. Il peut y avoir des solutions qui peuvent être très acceptables, où avec un petit peu les moyens du bord, vous vous assurez quand même d'enlever le maximum de biais possible à vos mesures d'analyse sensorielle. Donc voilà un petit peu pour l'introduction sur l'analyse sensorielle. Donc ce que je veux que vous en reteniez, c'est que en gros, c'est super important parce que c'est finalement l'être humain qui va juger de la qualité de vos produits et qu'il y a, je dirais, une pléthore, j'aime bien utiliser ce mot, pléthore de méthodes et de conditions d'utilisation sur lesquelles vous pouvez les utiliser. Pour vous orienter un petit peu là-dedans, j'ai essayé de cadrer ma présentation en vous présentant un petit peu ce qui se fait classiquement
Et ensuite, je vous présenterai des méthodologies que j'ai appelées innovantes, qui sont en tout cas un peu plus récentes. Tout ça pour arriver à l'explication du comportement du consommateur, de ses choix, de ses préférences, et ainsi de suite. Donc, si je commence par les méthodologies classiques de l'analyse sensorielle, voilà ce qu'on nous a appris, en tout cas moi personnellement, il y a maintenant 20 ans de ça, ça fait un peu mal de le dire, mais c'est quasiment ça. On avait des méthodologies de référence qui nous disaient que le consommateur avait le droit de donner son appréciation. Donc ce qu'on appelle le jugement hédonique, hédonique étant tout ce qui est lié au plaisir. Pourquoi pas son comportement d'achat, son intention d'achat, ses émotions, et ainsi de suite. Et le consommateur n'était capable de faire que ça. À côté de ça, si vous vouliez décrire les caractéristiques sensorielles de vos produits, vous aviez besoin d'experts qui, eux, ont été formés à la description sensorielle des produits. Et une des grandes méthodes qu'on utilise en analyse sensorielle pour ce qu'on va appeler trouver le produit idéal qui n'existe pas, s'appelle le PrefMap. Donc on mettait en lien en fait les caractéristiques sensorielles de vos produits avec les préférences des consommateurs pour pouvoir vous dire, ok, le produit que le consommateur recherche, il va avoir telle qualité sensorielle et telle autre qualité. On a essayé d'avoir un petit peu de structurer ce genre de choses. Et vous trouverez clairement sur Internet, sur Wikipédia ou autre, ce type de graphiques qui honnêtement tiennent vraiment la route pour débuter en analyse sensorielle, où on va vous dire, vous cherchez à étudier quoi? Est-ce que c'est des préférences? Auquel cas, vous allez vous orienter vers des tests hédoniques et donc recruter des consommateurs, 60 à 100. On pourrait faire toute une matinée sur le nombre de personnes à interroger. Mais en tout cas, donc, si vous cherchez à étudier des préférences, tout ce qui touche le consommateur, préférences, habitudes de consommation, intention d'achat, alors vous allez aller vers les tests hédoniques et généralement, on va aller vers des tests qui nécessitent un grand minima, on va dire, de 60 personnes. Par contre, si vous cherchez à étudier les différences sensorielles qui peuvent exister entre vos produits et la concurrence, et ainsi de suite, alors vous allez aller vers d'autres types de méthodologies. Et par exemple, si vous voulez étudier les différences sensorielles entre deux ou plusieurs produits sur une seule caractéristique, vous allez utiliser des tests discriminatifs ou des tests de classement qui nécessitent entre 20 et 40 sujets. Ou d'un autre côté, si vous voulez savoir quelles sont les caractéristiques sensorielles et donc définir un petit peu toutes les caractéristiques sensorielles de vos produits, vous allez aller vers les tests descriptifs, le plus connu étant le profil sensoriel, qui nécessite 15 à 20 sujets sélectionnés et entraînés. Je vais y revenir par la suite. Alors, sans vouloir faire clairement une review de toutes les méthodes, je vais partir de ce que j'appelle le niveau 0 de l'analyse sensorielle perceptive, qui est en gros, est-ce qu'il existe une différence ou pas entre mon produit et un produit cible? Alors mon produit, c'est par exemple ce que j'ai produit aujourd'hui par rapport à un produit cible qui pourrait être ce que j'ai produit hier et qui me semble standard, ou alors, pourquoi pas, un produit que j'aurais voulu copier, un produit qui plaît et que le marketing m'a demandé de développer, et ainsi de suite. Est-ce que j'ai une différence ou pas entre deux produits? Alors ça, c'est le grand classique que je pense vous connaissez tous. Si jamais vous avez des soucis avec ça, vous pourrez ne pas hésiter à le demander, où on présente trois produits, dont deux sont identiques, donc par exemple le produit A, répété 2 fois, et un autre produit qui serait le produit B. Et simplement, on va demander aux personnes à l'aveugle de retrouver le produit unique. Alors,
J'ai mis un petit peu de statistiques, hein. C'est pas pour vous embêter de trop, mais c'est pour vous montrer que derrière, il y a quand même aussi de l'analyse de données et de vrais critères statistiques sur lesquels on prend des décisions. Alors, vous avez ici en fait le schéma de décision pour une personne, le sujet X. Soit il perçoit la différence entre les deux produits A et B et il nous donne naturellement la bonne réponse avec une probabilité de 1. On pourrait discuter de ça. Donc là, j'aurai une bonne réponse. Soit il ne perçoit pas la différence, auquel cas, il peut donner la bonne réponse par chance. Il a une chance sur 3. S'il y a un B et 2 A devant vous, à l'aveugle, il a une chance sur 3 de tomber sur B. Donc là, on aura un tiers de chance encore et 2 tiers de réponses incorrectes. Alors, si on en vient au dur, mais là je ne vais pas vous embêter avec ça, j'ai mis ça plus pour vous montrer qu'on savait faire des choses en mathématiques et en statistiques. Mais au niveau du groupe, en gros, si on estime qu'il existe une proportion PR de personnes qui perçoivent la différence, ces personnes-là vont nous donner la bonne réponse avec une probabilité de 1. Donc on va avoir déjà PR, bonne réponse. Ensuite, dans les 1 PR qui n'ont pas perçu la différence, je vais obtenir un tiers de bonnes réponses, donc un tiers de 1 PR, si je suis ici, et 2 tiers de mauvaises réponses. Sur quoi est basé le test triangulaire? Simplement, si on fait l'hypothèse que personne ne fait sensoriellement la différence entre deux produits, en gros, on caricature ça la plupart du temps en disant il n'y a pas de différence entre les produits, alors PR est égal à 0, le pourcentage de personnes qui perçoivent une différence est égal à 0, et le nombre de réponses correctes ne peut être dû qu'au hasard. Et il va me rester un tiers de bonnes réponses. On dit que le nombre de réponses correctes suit une loi binomiale. Et en gros, si j'ai 20 sujets et que j'ai 11 bonnes réponses, alors je sais que mon PR est supérieur. C'est-à-dire, je pense que vous en avez peut-être presque tous fait, en tout cas, du test triangulaire. Et si j'ai un petit exemple, c'est, admettons que j'ai 15 sujets avec 8 réponses correctes observées. Sous l'hypothèse H0 que tous les sujets ont répondu au hasard, qui correspond au final à il n'y a pas de différence perceptible entre mes deux produits, donc 8 bonnes réponses correspondent à 8,80% de chance pour que cela se produise avec les 8 réponses correctes que nous avons observées. Alors, et là je vais me faire juste un tout petit peu l'avocat. On a une dictature que vous connaissez certainement au niveau des statistiques qui dit qu'on va décider d'une significativité à partir de 5%. Maintenant, ici, on est au-dessus de 5%, donc vous ne pourrez pas rejeter H0. Donc vous ne pourrez pas rejeter l'hypothèse qu'il n'existe pas de différence entre vos deux produits. Par contre, est-ce que vous pouvez conclure, pour le coup, que vos produits sont identiques? Certainement pas. Il faut savoir qu'en statistique, on a une particularité qui est assez intéressante, c'est que c'est pas parce qu'on n'a pas montré qu'on était différent qu'on a montré qu'on était identique. Donc là, vous vous en rendrez bien compte pour ce type d'étude. Avec 8,80% de chance de se tromper en disant qu'il y a une différence entre mes produits, j'ai clairement beaucoup plus de chances de me tromper en fait en disant que mes deux produits sont identiques. Je passe sur cette problématique. Et ce type de problématique pour savoir à partir de quand vous pouvez décider que vos produits sont différents ou alors considérer que globalement ils sont identiques pour au moins une partie. Donc ça c'était le niveau, ce que j'appelle le niveau 0 de l'analyse sensorielle perceptive. Donc
il est plus moelleux, il est plus descriptive. La plus connue étant le profil sensoriel, c'est celle que j'ai décidé de vous permettre d'obtenir une carte d'identité des produits que vous voulez analyser. Et vous avez sans doute vu ce type de peine. On a rajouté un petit peu de statistiques là-dessus qui nous permettent de dire que ma Madeleine 1, elle est plus brillante, plus sucrée. Par contre, les deux sont équivalentes au niveau salé. Ma Madeleine 2 est plus vanille, et ainsi de suite. Excusez-moi. Pour obtenir ce type de résultat, c'est assez compliqué, oui et non. En tout cas, ça prend du temps. Pour faire ce qu'on appelle du profil sensoriel, donc vraiment réussir à décrire les produits que vous voulez tester, généralement, on recrute un panel d'environ une quinzaine de personnes, entre 10 et 15 la plupart du temps. Et ensuite, on va passer par toute une liste d'étapes pour obtenir les résultats dont on a pu parler précédemment. Notamment, d'abord, même avant la génération de la liste de descripteurs que je vois ici, il y a d'abord la sélection des sujets, parce que vous allez prendre relativement peu de sujets, au sens de l'analyse sensorielle du terme, hein, donc 10 à 15 sujets. Par contre, on va vouloir qu'ils soient les meilleurs percepteurs, les meilleurs instruments de mesure. Donc, on va les sélectionner sur la base, par exemple, je prends l'exemple du chlore, j'ai fait ma thèse sur le goût de l'eau. Encore une fois, si vous avez des questions là-dessus, sur les performances d'un panel d'analyse sensorielle, je vous encourage ou à poser la question sur le chat. Oui. J'entends un micro. Vous me dites s'il y a un souci, parce que là je parle, mais... Non, non, tout se passe bien, Eric. Effectivement, il y a quelqu'un qui n'a pas dû couper son micro, mais... C'est bien, alors je continue. Donc, oui, il y a tout un pan qui est l'analyse des performances d'un panel d'analyse sensorielle. Et pour finir, on évalue les produits et on interprète les résultats. Alors, pour vous présenter rapidement le type de résultat, si vous connaissez ce qu'est une analyse en composantes principales, j'en doute pas pour la plupart d'entre vous, où on peut voir par exemple des proximités de profils de différents produits, par exemple ici le donut avec une brioche et ainsi de suite. Et de l'autre côté, ce qu'on appelle un graphique de corrélation. Plutôt salé, et ainsi de suite. Donc on obtient comme ça une description de chacun des produits qu'on peut faire de manière globale avec cette analyse en composantes principales ou de manière beaucoup plus individuelle avec ce type de graphique qui est beaucoup plus, à mon avis, difficilement lisible, mais je sais bien que j'ai un prisme statisticien qui fait que je préfère tout ça. Mais voilà, avec généralement... j'entends que ça remue. Enregistré en fait. Je reviendrai ici dans 3 quarts d'heure.
Parce que ça m'a l'air compliqué. Des différences significatives. Ou pas. Alors, je ne sais pas si la personne nous entend. Bon. Je vais essayer de m'en occuper, Eric. C'est Kevin. Ok, merci. Donc ce type de présentation, et là vous avez directement ici la carte d'identité donc de chacun de vos produits. Alors, pour une petite conclusion sur les méthodologies classiques, donc j'ai pris deux exemples simplement ici avec des méthodes clairement d'identification de similarité ou de différence, et ensuite de description des différents produits. Les méthodologies classiques, vous en trouverez un petit peu partout dans la littérature, la biblio, et honnêtement, vous trouverez pas mal de choses à partir d'Internet déjà. Elles sont relativement, généralement simples à comprendre, à mettre en œuvre et à analyser. Alors quand je dis simple, j'ai mis des gros guillemets en tout cas pour la mise en œuvre, puisque comme on l'a vu, pour un profil sensoriel, ça prend du temps. Il faut savoir que c'est plusieurs semaines de tests, c'est clair, pour entraîner les personnes. Et ensuite, plusieurs semaines pour les mesures et ainsi de suite. Mais bon, relativement facile quand même à analyser derrière. Donc, très bien documenté. Par contre, elles ont, de notre point de vue, en tout cas chez Sensostat, elles demandent un investissement en temps, argent conséquent. Et je dirais que le rapport coût sur information retenue est des fois pas forcément en la faveur de ces méthodologies classiques. Et autre inconvénient qu'elles présentent, de mon point de vue, c'est qu'elles ne sont pas centrées sur le consommateur. Et ça, pour moi, c'est une vraie peinte sur l'analyse. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu de méthodologies qui seront un petit peu alternatives, mais qui vont vous permettre de la même manière en fait de juger de différence ou pas, de description de produits, mais vu par le consommateur. Donc ces méthodologies alternatives, en fait, elles découlent d'une autre façon un petit peu de voir les choses. Tout à l'heure, on vous a dit que les consommateurs, ils sont pas capables de décrire ce qu'ils ressentent. C'est faux. Simplement, nous, on ne sait pas comment leur demander. Mais une chose qui est vraiment intéressante à faire, c'est de tout centrer sur le consommateur. Et ça, le consumer centric, vous allez en entendre parler un petit peu de partout, ce qui, à mon avis, mine de rien, est une bonne chose. Donc le consommateur, on va lui demander, perception sensorielle des produits qu'il a pu vivre quelque part. Alors pour ça, on va utiliser des méthodologies un peu plus avant-gardistes, en tout cas plus récentes, plus innovantes peut-être, et je ne vais pas toutes vous les présenter, je vais vous montrer quelques petits exemples en espérant que peut-être ça va faire tilt sur certaines de vos problématiques. Mais clairement, de mon point de vue, c'est plus intelligent, encore une fois, entre guillemets, non pas que les méthodologies classiques soient bêtes, puisqu'elles permettent de couvrir déjà presque l'ensemble des problématiques. Mais en tout cas, beaucoup plus homogène d'un point de vue statisticien, en disant, vu qu'on va demander au consommateur quelles sont ses préférences, c'est quand même à lui, c'est lui qui a perçu, c'est lui l'instrument de mesure final, donc c'est à lui de nous donner ses perceptions. Alors, je vais vous présenter quelques petits exemples avec une première méthode que nous, on adore chez Sensostat, qui est le tri libre. Le tri libre, simplement, vous allez demander à un consommateur, d'accord, je vais parler de consommateur maintenant, et plus de sujets entraînés, mais de regrouper des produits qui pour lui se ressemblent. Donc je reprends mon exemple sur les eaux, du robinet ou minéral, n'importe quoi. Je présente 10 échantillons d'eau que j'ai envie de tester, et je demande aux gens de faire des groupes de produits qui se ressemblent. Très facile à faire, et très naturel et très rapide. Ensuite, généralement, on leur demande dans un deuxième temps, mais ça c'est assez important, parce qu'on veut que les groupements soient faits de manière complètement non verbale. Et dans un deuxième temps, on va leur demander, essayez de me décrire chacun des groupes que vous avez formés. Alors, qu'est-ce que ça peut donner, ce genre de choses? Encore une fois, alors désolé un petit peu pour le picoler en essayant d'aller chercher ce qui me semblait le mieux dans un ensemble de présentations, et certaines sont en anglais. Voilà ce que ça peut
nous donner comme type de résultat. Ça ressemble énormément à l'ACP que je vous ai montré tout à l'heure pour le profil sensoriel. Donc là, la philosophie du tri, c'est de dire que deux produits qui ont été souvent regroupés sont certains. Alors pour les problématiques de dégustation de spiritueux aussi, n'hésitez pas. Et ça a des contraintes au niveau des spiritueux qu'on a du mal à faire goûter dans de très bonnes conditions ce genre de produits. Donc il faut vraiment bien gérer ce genre de choses. Donc vous avez une carte qui nous montre sur le... On la voit, pour que vous sachiez. Comment? Vous la voyez pas? Si, on la voit justement. Ah, super. Ah, c'est bien ça. Donc, à droite, vous avez le fameux cercle de corrélation qui va vous permettre d'interpréter les différences que vous avez entre vos produits. Donc, par exemple, des produits plus fruités en haut, beaucoup plus boisés à droite. Bref, donc on obtient des... intuitif, rapide et pratique à mettre en œuvre. On peut mettre en avant des groupes de produits, on peut même aller voir si deux produits sont perçus différemment par la méthode de tri, donc l'équivalent d'un test triangulaire. On peut faire de la description de verbatim, et surtout, chose super intéressante, c'est qu'on peut combiner tout à fait ce type de méthode avec une évaluation de l'appréciation des consommateurs. Donc si vous avez une problématique qui est de mesurer l'appréciation des consommateurs, on peut tout à fait rajouter une méthode de tri au cours de la même séance, donc entre guillemets, ça ne va pas vous coûter plus cher, qui vous permettra d'analyser les préférences des consommateurs sont là et on les voit bien, et pourquoi ils ont ces préférences-là. Petit aparté, c'est à peu près une des seules méthodes que je connaisse, enfin, une des seules méthodes qui est faisable avec des enfants. Puisque les enfants savent aussi faire des groupes de choses qui se ressemblent à partir de l'âge de 3 ans. Ensuite, je vais peut-être accélérer un tout petit peu, je pense, parce que je vois le temps qui passe, mais vu que j'ai un quart d'heure de rap, normalement, ça devrait bien tenir. Je vais vous présenter une autre méthodologie qui s'appelle le profil flash et qui vraiment a été définie un petit peu comme une alternative directe au profil sensoriel classique, pour éviter tout ce qui est les étapes d'entraînement, mesure des performances et ainsi de suite. Pour ce type de méthodologie, type profil flash, on demande aux gens de choisir des descripteurs qui leur permettent de différencier des produits. Donc chaque personne a sa propre liste de descripteurs en disant « Ah ben tiens, moi ce qui va me permettre sur ces jus d'orange de voir des différences, ça va être le côté sucré ou le côté acide, et ainsi de suite. » Et ensuite, dans une deuxième étape, pour chacun des descripteurs choisis, on demande aux gens de classer les différents produits sur une échelle du moins intense, on va dire. Alors, sur une échelle, pour le coup, vu que c'est un classement, l'échelle importe peu, mais du moins... donc, ah oui, voilà, ce petit genre d'exemple là, sur les purées de fraises, qui est un exemple très réaliste, puisque je l'ai adapté d'une vraie situation réelle. Papier. Maintenant, c'est plus le cas. Ça peut faire partie de vos questions. On a maintenant des solutions pour réussir en fait les données. Mais donc voilà, ici j'aurais goûté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 purées de fraises. J'aurais choisi par exemple un descripteur par qui serait l'acidité, et B était le moins acide, ensuite D, A et E, et C et F, très acide, ex aequo également. De la même manière que pour le tri libre, on va encore obtenir donc notre description des produits. Voilà, je vais
peut-être passer à ça. C'est une méthode qui est très très, j'allais dire, fashion, à la mode, en interne. Voilà, je cherchais le mot, mais pour des panels internes aux entreprises. Ensuite, les méthodes dynamiques, si je vais par contre un petit peu plus vite, il faut juste se rendre compte que tout processus de perception, et donc on peut demander à des consommateurs de nous indiquer ce qui semble remarquable en fait à chaque instant de la dégustation. On peut considérer vraiment plusieurs échelles temporelles. Ça peut être une nouvelle dimension à l'analyse sensorielle. Donc sans vouloir rentrer dans les détails, voilà comment ça se passe. Je vais passer très vite. Où on dit aux gens de cliquer sur Start, par exemple, quand on met l'échantillon en bouche, et ensuite de choisir ce qui est dominant à chaque instant de la dégustation. Donc par exemple ici, vous auriez une dégustation qui se fait en 15 secondes et qui passe par un goût amer, un picotement, ensuite de la fraîcheur, un picotement à nouveau, et ainsi de suite. L'intérêt de ce type de méthode est clairement d'obtenir un profil temporel, donc dynamique, des perceptions induites. Et vous pouvez donc travailler grâce à ce type de méthode qui est très intéressant dans les produits type alcoolisés également, mais même échange au cours de la dégustation, mais où vous pouvez caractériser différents produits et par exemple voir que entre ces deux produits-là, le sweetness, donc le sucré, clairement dégustation, alors que pour un autre produit, le sucré intervient directement en début et très dominant pendant toute la dégustation. On peut obtenir ce qu'on appelle des bandes de plots et comparer différents produits entre eux, mais je passe là-dessus. Alors, sur cette deuxième petite partie, donc je vous ai présenté des méthodologies un petit peu alternatives sur lesquelles nous, clairement, on travaille énormément, même si on utilise aussi beaucoup les méthodologies classiques, mais elles ont de vrais intérêts, et notamment, elles sont centrées sur le consommateur, et elles permettent vraiment la plupart du temps, enfin, c'est même pour ça qu'on les a développées, et pour ça qu'on les utilise, d'optimiser le rapport coût sur information. Je dirais un petit peu, malheureusement, le côté qui va contrebalancer, c'est que leur mise en place et leur analyse demandent souvent un petit peu des compétences un peu plus avancées en analyse. Ma dernière partie, je voulais axer sur le consommateur. Au final, ce qu'on tous les mêmes. Et ou B2C qui va acheter vos produits. Donc ça, c'est la partie la plus intéressante ou importante peut-être pour ce qui est, en tout cas, tout ce qui est marketing et R&D. Là, j'ai laissé un petit peu beaucoup de texte, mais vous pouvez en fait demander beaucoup de choses aux consommateurs, donc leurs préférences, mais aussi pourquoi en cosmétique, leur comportement d'achat, ce qu'ils achèteraient, à combien. Et pour ça, donc, il faut savoir maîtriser deux choses. Le groupe d'évaluation, qui va faire partie du panel de consommateurs. Je milite un petit peu, et là, vous allez peut-être dire que je prêche un peu pour ma paroisse, mais les panels sensoriels, pardon, les panels de consommateurs internes sont vraiment généralement très peu prédictifs de ce qui va se passer au niveau d'une population cible. Les conditions d'évaluation, donc qu'est-ce qu'on va faire en situation réelle, en laboratoire d'analyse sensorielle. Les produits, il faut bien échantillonner, bien les préparer et bien les présenter. Est-ce qu'on va les faire en blind, en aveugle, pardon, ou pas, et ainsi de suite.
Et ensuite, une fois qu'on a choisi notre test sensoriel, quel test pratiquer et comment traiter statistiquement les données. Je vais simplement vous montrer quelques petits exemples. Bon, alors, quel panel? On veut des consommateurs naïfs. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a quand même une petite contradiction avec les panels internes hédoniques. Autant on peut très bien faire du perceptif de mon point de vue avec des panels internes, autant faire de l'hédonique et essayer de faire par exemple de la prédiction de préférence au niveau d'une population, c'est très très compliqué à faire en interne. Bon, généralement, donc on les appelle les naïfs, c'est pas du tout péjoratif, mais c'est simplement qu'ils n'ont pas forcément la capacité verbale de décrire des produits. Ils n'ont pas appris à évaluer les produits de façon analytique et ils ne sont pas forcément conscients des caractéristiques sensorielles qui influencent leur appréciation pour les produits. Alors, dès qu'on fait intervenir des consommateurs, on parle de nombres assez importants de sujets, donc une centaine de consommateurs, et on contrôle la fréquence au niveau des tests consommateurs. Et vous allez vous poser la question, mais quelle mesure je veux faire? Est-ce que c'est des préférences? Généralement, on utilise des échelles en 9 points. J'aime vraiment pas du tout. J'aime vraiment beaucoup. Est-ce que vous voulez mesurer des émotions, des intentions d'achat? Et là, selon les questions que vous allez poser, on va pouvoir faire vraiment des choses super sympas. Les enchères expérimentales, c'est très très intéressant puisque ça force, entre guillemets, on met le consommateur en situation de vraiment dépenser quelque part des sous. Donc on a des choses beaucoup plus réalistes par rapport à des questionnaires. Vous posez la question, est-ce que vous m'achèteriez ce produit? Est-ce que si je vous le vends 20 €, vous me l'achetez? Ah oui, il n'y a pas de souci, l'idée est vraiment bonne. Et le jour où on est en rayon, on se rend compte que si c'est plus de 12 €, ça passe pas. Donc, bien identifier vos questions de recherche est vraiment primordial dans le choix de la méthodologie que vous mettrez en œuvre. Je vous prends juste quelques petits exemples pour vous faire passer quelques petites notions. Attention, attention, attention avec l'utilisation de la moyenne dès qu'on parle du consommateur. Toutes les préférences, tous les comportements sont dans la nature et prendre la moyenne, vous risquez de clairement faire plaisir à personne. Ici, donc, on a 3 produits A, B, C. Admettons que ce soit 3 quantités de sucre différentes. A, très sucré. Il plaît énormément. B, beaucoup moins sucré. Il me plaît pas du tout. Et C, bizarrement, lui, on va dire moyennement sucré, mais il a d'autres caractéristiques qui font en sorte que finalement, il y a une partie de la population qui l'adore, une partie qui le déteste. Si vous prenez sur cet aspect sucré, par exemple, la moyenne, vous allez faire un produit qui ne plaira à personne. Pas assez sucré pour cette classe-là, trop sucré pour celle-ci, et finalement, entre les deux pour l'autre. Donc généralement, on ne parle pas de consommateurs sans parler de classification des consommateurs, parce qu'il faut vraiment tenir compte des différences individuelles. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que là, je sens que l'heure commence à passer. Mais on peut faire des classifications et se rendre compte qu'on a vraiment des comportements différents, des appréciations différentes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut s'amuser à croiser tout ça avec ce que j'appelle les indicateurs marketing, donc données socio-professionnelles, sexe, habitudes de consommation, qui donnent parfois des choses très très intéressantes. Je passe aussi là-dessus, ou alors juste un mot pour dire qu'en fait, une partie du travail de l'analyse sensorielle, et même ce qu'on fait très régulièrement, c'est ce qu'on appelle l'identification des drivers de préférence. Ok, les consommateurs, ils aiment ce produit-là. Pourquoi? Eh bien, donc, on va travailler sur des méthodologies que je vais pouvoir vous présenter, qui vont nous permettre de dire, par exemple, si je ne propose pas un produit parfait, entre guillemets, en fermeté pour les consommateurs, alors je vais perdre 30,8% de mon appréciation. Ce sont des méthodes assez intéressantes à mettre en œuvre, et notamment dans ce qu'on appelle le preference mapping, qui essaye d'identifier ce qu'on va appeler un produit, alors ce qui est appelé à tort, un produit idéal. Ce que vous voyez là, cette zone-là, donc en fait, plus vous êtes vert et moins il y a de chances pour que votre produit soit apprécié de la population, et plus vous êtes
la population concernée, hein, la population cible. Alors que plus vous êtes rouge, et plus vous allez être apprécié. Donc ici, ce que vous avez n'est pas un produit idéal, mais un produit consensuel, qu'il ne faut pas hésiter à améliorer encore. Mais on peut se dire que ce produit consensuel, qui va plaire en tout cas à la plupart des consommateurs cibles, il sera plutôt moelleux, moyennement sucré, moyennement beurré, et ainsi de suite. Donc vous identifierez comme ça les drivers, donc les caractéristiques sensorielles, les dimensions sensorielles sur lesquelles vous devez intervenir. Alors, je ne vous représente pas, ça c'est exactement un autre petit exemple. Et pour simplement terminer avec cette partie-là, gardez bien en tête que la perception n'est que le début. La perception, c'est aussi un peu le niveau zéro de l'intention d'achat, je dirais, et voire même de l'achat en lui-même, hein, derrière. C'est que voilà, ici, ce qu'on a fait, c'est un préférence mapping expliquant les préférences des consommateurs à l'aveugle, donc avec deux zones a priori très bien appréciées, A et E, donc des produits qui a priori s'en sortiraient bien sur le marché, en tout cas à l'aveugle. Maintenant, si on présente les mêmes produits, mais cette fois-ci avec la marque, le produit A, on peut se rendre compte qu'il ne se vendrait pas du tout, malheureusement, parce qu'il bénéficie, entre guillemets, il subit un déficit d'image de marque, qui fait que ce produit-là ne serait pas consommé avec la marque, alors que tout le travail en R&D a été bien fait, et en qualité aussi. Par contre, un produit F, qui serait plutôt moyen, lui, bénéficie d'un effet booster de sa marque. Bon, je vous ai présenté pas mal de choses, pas mal de résultats, pas mal de méthodes, et je pense que maintenant, normalement, à ce niveau-là de la présentation, vous êtes bien plus perdu que vous l'étiez au début. Donc alors, quelle méthodologie concrètement vous devez choisir? Malheureusement, je vais vous laisser un petit peu sur votre faim, mais il n'y a pas de réponse systématique à cette question. Simplement, on peut fonctionner en différentes étapes. La première chose à faire, c'est de définir précisément vos objectifs. C'est l'étape qui, clairement, de notre point de vue, est la plus difficile. Pourquoi est-ce que vous voulez faire de l'analyse sensorielle? J'ai beaucoup de clients qui nous disent on veut faire de l'analyse sensorielle. Pourquoi? C'est bien, oui, effectivement, c'est super, c'est génial, mais pourquoi faire? Qu'est-ce que vous voulez montrer? Quelles sont les questions que vous vous posez? Et ainsi de suite. Est-ce que ça va être plutôt la qualité, la R&D, le marketing? C'est une question qui n'est pas forcément anodine, puisque sur qui va peser le budget ensuite? Je mets un petit nota bene sur les allégations sensorielles. Ça mériterait un webinaire en lui-même. Si jamais vous êtes intéressé par ça, c'est un sujet qui est en pleine évolution au niveau législatif et ainsi de suite. Donc, recontactez-nous sur ce sujet spécifique. Une fois que vous avez défini vos objectifs et que vous savez pourquoi vous voulez faire de l'analyse sensorielle, déterminez quelles sont les dimensions sensorielles ou hédoniques que vous allez souhaiter ou pouvoir étudier. C'est là que vous allez choisir, par exemple, le type de panel, panel expert, panel naïf, interne, externe, et les conditions de test, à domicile, en labo, et ainsi de suite. Troisième étape, qui n'est pas la moins importante, c'est surtout de bien identifier votre budget et vos ressources humaines. Si vous faites un test en interne, il y a beaucoup de frais cachés, quelque part, qui sont liés à la disponibilité de vos panélistes. Qui font que le budget, entre guillemets, il y a un décalage entre le budget et je dirais, le travail à fournir pour avoir les résultats. Externaliser, généralement ça va être plus cher, mais au moins tout est clair et tout est compris. Là-dessus, on pourra vous aider. En fait, pour moi, le choix un petit peu des méthodologies, en fait, va découler d'un compromis entre les moyens que vous avez en termes de budget, mais aussi de temps, et ainsi de suite, et l'importance des résultats que vous attendez. C'est vraiment très important. Si vous visez une amélioration sur votre produit phare, qui est clairement votre tête de gondole là, de vos produits,
ne mettez pas forcément le même budget que sur le développement d'un produit destiné à une niche assez faible, entre guillemets. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à bien faire. Et ensuite, vous mettez vos tests en place avec la méthodologie choisie et pensez bien à la logistique. Ça, c'est assez important. Pas de test sensoriel sans produit à mettre en contact avec le consommateur. Donc ça, j'y pense aussi pour tout ce qui est international. Hein. On a régulièrement des soucis avec les douanes, par exemple, mais même en France. Là, je suis curieux de savoir. Bon, voilà, des produits qui arriveraient, par exemple, là, en pleine situation de grève et ainsi de suite, c'est pas forcément toujours facile. Donc, c'est quelque chose à bien faire. Donc, vous mettez vos tests en place. Ensuite, une fois que vous avez vos résultats, soyez capable d'accepter les mauvaises nouvelles. Des fois, vous en aurez des très bonnes, et ça va vous confirmer dans ce que vous pensiez, et donc vous allez pouvoir engager tout ce que vous souhaitiez engager. Mais le consommateur n'ira pas toujours dans votre sens, ça c'est clair. Surtout quand on a une vision un peu interne et qu'on a un affect avec le produit qui n'est pas du tout le même que le consommateur, on peut avoir de grosses surprises. Clairement. Et une autre chose qu'on essaye de faire passer assez régulièrement, c'est que mine de rien, un non-résultat, ça reste un résultat, c'est un résultat. Si vous vous dites, ah ben mince, moi j'ai essayé de faire le plus moelleux là, puis finalement, alors j'y arrive plutôt bien, mais le consommateur, a priori, il s'en fiche. Bon, ça veut dire que peut-être que les ressources allouées à faire le plus moelleux peuvent être réorientées sur d'autres dimensions sensorielles qui auraient plus d'impact. Donc on arrive toujours à trouver de l'information dans ce que certains pourraient considérer comme étant de la non-information. Et enfin, vous en arriverez à la dernière étape de valorisation de vos résultats avec une estimation des risques, parce qu'il y a toujours des statistiques derrière, donc, et finalement une prise de décision. Alors, nous, on est persuadés chez Sensostat, pour toute problématique faisant intervenir le consommateur, et l'analyse sensorielle en général, vous trouverez la méthodologie, ou vous en adapterez une, vous prendrez des bouts d'une autre, qui permettra de répondre à vos questions, et bien sûr, on sera là pour vous aider en cas de besoin. J'espère ne pas avoir été trop long, trop caricatural et trop, comment dire, listeux, mais que vous avez pu trouver des choses assez intéressantes dans ce webinaire. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, et à contacter Christine si vous avez trouvé que c'était vraiment pas bien. Voilà. Merci Eric. Merci Eric pour la présentation. En tout cas, c'est parfait. Il nous reste le temps du coup des questions. Avant de passer aux questions, j'ai justement une remarque. On va tous vous envoyer un questionnaire de satisfaction par SurveyMonkey. Et Eric a parlé de l'analyse d'allégations sensorielles, par exemple en webinaire. N'hésitez pas justement dans ce questionnaire, si c'est un sujet qui peut vous intéresser, à le mettre et puis on en discutera nous avec Sensostat pour l'aborder. Voilà, c'est une petite remarque. Et donc on attend vos retours bien sûr sur l'amélioration des événements. Maintenant, du coup, la parole est à vous. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions sur la méthode, sur l'expérience de Sensostat, des cas d'application? Je pense que si personne se lance, alors, c'est mauvais signe, mais n'hésitez pas. Il y a clairement pas de questions bêtes. Après, si vous voulez préciser quelque chose, Eric, il nous reste 15 minutes, donc si vous avez un point sur lequel vous voulez revenir. Alors, je crois que j'ai parlé de tellement de choses différentes et ainsi de suite que je ne suis pas sûr qu'il faille encore m'embrouiller, mais... Non, mais très bien. Et bien, s'il n'y a pas de questions, moi, je vous remercie. De toute façon, je vous prépare des retours aussi que nous avons des participants. Et je peux donner déjà les dates en fait de prochains événements aux participants. Et puis une remarque aussi, bien sûr, la présentation sera diffusable au réseau pour le support PowerPoint. Alors moi, je n'ai pas de souci avec ça, à confirmer avec mon équipe, mais on enverra du coup aux participants sous réserve de validation de votre part avant la présentation. Alors du coup, juste avant de tous vous laisser repartir, je vais juste vous donner quelques dates qui vous attendent sur les événements organisés par Vitagora.
Donc le 16 janvier, un événement à destination des équipes qualité, des équipes R&D, c'est la visite en fait de l'UMRPAM, donc l'unité mixte de recherche, procédés agroalimentaires et microbiologie, basée à Dijon. Et donc nous invitons le réseau à venir rencontrer donc le directeur et le vice-directeur de l'équipe et à venir visiter les 2 parcs analytiques de l'équipe. Donc, que ce soit caractérisation physico-chimique, contact de alimentarité des matériaux. Voilà, vous pouvez vraiment voir tous les équipements qui sont à disposition et les façons de justement comment ils travaillent avec les industriels également, pour découvrir le type de collaboration qu'ils peuvent avoir. Donc, ça sera le 16 janvier matin à Dijon. Ensuite, le 21 janvier à Paris pour les personnes qui sont plus en veille open innovation et à la recherche des nouvelles pépites. Vous avez le Démodé, donc ça sera à partir de 16h à Paris, et c'est vraiment un événement où sont mis en avant les startups de Vitagora et donc de notre accélérateur Toaster Lab. Donc pitch, stand avec des démonstrations, sont au rendez-vous et bien sûr un buffet pour les plus gourmands. Voilà. Et pour finir, vu qu'on a parlé un peu d'analyse statistique et de données, je vais faire un petit lien très simpliste. On a une formation va être lancée cette année, elle se tiendra le 13 février, sur l'exploitation des données de son entreprise pour alimenter son processus d'innovation. Donc là, je vous parle d'intelligence artificielle, de big data surtout, mais c'est une formation vraiment où c'est vous faire prendre conscience des enjeux de la structuration des données, quel dispositif de structuration vous pouvez mettre en place pour justement en tirer de l'innovation, donc quand vous allez pouvoir exploiter les données reçues de votre entreprise. Et donc, une découverte des outils aussi qui existent pour la bonne gestion et la bonne exploitation de ces données. Donc, c'est assez large quand on parle de données. Ça va être vraiment toutes les données collectées par votre entreprise pour les réinsuffler dans votre processus innovation. Voilà. Donc, si ça... Oui. Je propose, je rebondis un petit peu là-dessus. Effectivement, tout ce qui est big data et machine learning et ainsi de suite est une des entre guillemets préoccupations d'avenir de l'analyse sensorielle. Puisque la capitalisation des tests sensoriels maintenant est vraiment au cœur de ce qu'on est en train de développer pour pouvoir développer vos propres méthodes et vraiment voir, obtenir la méthode qui est le plus adaptée à vous. Par exemple, je parlais du nombre de consommateurs nécessaires. En fait, ça dépend de la taille de l'effet que vous voulez mettre en évidence. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut obtenir à partir du big data. Voilà. Merci, Eric. Donc voilà, je vois qu'il y a une question qui vient d'être posée, Eric, peut-être que vous voulez répondre du coup sur comment passe-t-on dans le cadre d'un profil flash, par exemple, de l'entrée des perceptions sur un axe 1D, donc à une cartographie globale 2D. Alors, ça, c'est une très bonne question et c'est quelque chose qui me plaît énormément. Alors, c'est toute la beauté des statistiques. J'utilise une méthode qui s'appelle la GPA, Generalized Procrust Analysis, et qui, en fait, permet de passer. Imaginez, si vous aviez un axe d'amertume et un axe de sucré, vous pourriez très bien représenter chacun des produits dans un espace à 2 dimensions, avec sa note en sucré et sa note en amertume. Et vous pouvez comme ça obtenir votre nuage de points. Donc en fait, à partir d'un ensemble d'axes 1D, je peux déjà obtenir une cartographie. Simplement, comme dans le profil flash, tout le monde n'utilise pas le même axe, les mêmes axes d'entrée, donc certains vont dire acide, d'autres acidulés, d'autres, tout ce qui passe par la tête, je suis obligé de passer par des méthodes beaucoup plus sophistiquées en termes de statistiques. Et ça rejoint un petit peu les inconvénients que je donnais un petit peu sur le profil flash, c'est que on fait des formations là-dessus, donc avec un logiciel type Excel Stat ou même R, ce que vous voulez, on s'en sortira. Mais il faut un petit peu de bagage. Mais ça, c'est effectivement une question super intéressante sur laquelle on travaille très régulièrement. Voilà. Merci Eric. Du coup, de toute façon, vous aurez également les coordonnées d'Eric, ou sinon vous pourrez passer par Kevin ou par moi-même pour être mis en relation, bien entendu, avec SensoStat. Donc, je vous propose de nous quitter. Encore merci Eric. Je vous laisse me renvoyer la présentation côté SensoStat qui sera diffusable, et nous on fera un mail avec la présentation aux participants. Et merci à tous de bien remplir, s'il vous plaît, le questionnaire. Voilà.
Eh bien, super. Merci beaucoup de votre attention. J'espère que ça n'aura pas été trop pénible. À Non, bientôt. merci Eric. Au revoir.